Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre qui est vraiment emblématique. Oui, Sylvie, Sylvie Le Billon prend soin de son public et donc s'inquiète des personnes qui éventuellement ne peuvent pas la voir. Je vous avoue que je suis moins souple, alors je vais rester assise comme il est prévu. Bonjour Sylvie Billon. Bonjour. Et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce livre, L'ami Louis, qui rejoint à tous égards à la fois la thématique et puis la dimension littéraire de ce festival, puisque c'est bien d'une amitié littéraire dont on va parler. Alors, une amitié, mais on le verra, votre livre est aussi l'occasion d'explorer d'autres amitiés littéraires, d'autres milieux, d'autres cercles. Plutôt que milieu, je vais parler de cercles littéraires. Et c'est véritablement l'aspect tout à fait passionnant de votre roman, j'insiste sur ce terme de roman, qui va nous amener à découvrir, à explorer une amitié dont on peut souvent avoir entendu parler, celle qui a lié Albert Camus et Louis Guillou, cet écrivain, ce romancier de Saint-Brieuc, briochin, qui n'a jamais renié, n'a jamais oublié d'où il venait, d'ailleurs à tel point que l'essentiel de sa vie s'est passé en partie effectivement à Paris, mais aussi essentiellement à Saint-Brieuc. Je vais y revenir pour vous présenter quand même. Vous êtes écrivaine, vous avez publié plusieurs romans. Je citerai L'autre, Là où s'arrête la terre, Qu'il emporte mon secret, Amour propre et Les sacrifiés. Vous avez aussi publié une petite bibliothèque du gourmand, publiée chez Flammarion. Qui n'est pas gourmande du tout. Hein. Qui n'est pas gourmand. Non, du tout. C'est que des textes, la gourmandise est traitée comme un péché. Voilà. Donc, mais quelle idée pour quelqu'un qui est également directrice de l'International pour les projets des restaurants Pierre Gagnère. Bah oui. Non, la gourmandise n'est pas une... On aura une discussion là-dessus, parce que vraiment, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, L'ami Louis, qui est apparu à la rentrée littéraire de septembre aux éditions de Noël, revient donc sur cette amitié, où l'on peut dire vraiment parce que c'était lui, parce que c'était moi. Enfin, on le sent pleinement puisque vous revenez sur la personnalité de Louis Guillou. Qui était-il ? Vous lui offrez un éclairage et par le biais d'une jeune femme qui, dans les années 70, travaille pour Bernard Pivot. Elle s'appelle Elisabeth. Elle travaille pour Bernard Pivot et elle est chargée, dans un premier temps, de réaliser une émission autour d'Albert Camus. Et elle se rend compte que le fil rouge, vraiment celui qui peut lui ouvrir cet univers et qui reste encore vivant, c'est Louis Guillou. Alors, je l'ai dit, votre livre est un roman. Pour autant, il a à voir avec votre histoire personnelle. Et j'aimerais, dans un premier temps, que vous nous expliquiez votre propre rencontre, votre propre histoire avec ce romancier qui était Louis Guillou. Alors d'abord, merci d'être aussi nombreux et je suis très heureuse d'être à Rennes pour parler de Louis Guillou. Pourquoi Louis Guillou ? Bon, d'abord parce que il était de Saint-Brieuc, ma famille est de Saint-Brieuc, et c'était un ami de mon père. Il se trouve que Louis Guillou, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, avec sa femme Renée Guillou, à laquelle je rends hommage dans ce livre, c'était la professeure de Mona Ozouf. Je lui rends hommage, même si je parle d'une histoire d'amour que Louis a eue avec quelqu'un d'autre. Et donc, pendant la Seconde Guerre, pendant l'occupation, ils se sont occupés de certains jeunes pour justement faire en sorte qu'ils voient la lumière pendant ces heures sombres. Et mon père faisait partie de ces jeunes et il a monté Spartacus. À ce moment-là, donc il les aidait pour les textes, il leur faisait lire des choses, et il a gardé un lien avec Louis Guillou. Il a écrit des pièces de théâtre qui ont eu un petit succès, et moi j'ai eu la chance de rencontrer Guillou, qui est venu. Alors pour moi c'était un vieux monsieur. Vous étiez toute jeune. On va dire que j'étais très très jeune, comme ça, voilà, très bien. Mais non, c'est pas vrai, j'avais à peu près 12 ou 13 ans. C'est jeune. Et je voyais ce vieux monsieur qui était avec
avec sa pipe, puis qui avait, et je me souviens quand même très bien, alors enfin, j'ai l'impression de m'en souvenir, mais c'est peut-être aussi parce que moi je vous conseille de regarder sur le site de l'INA le grand entretien qui a été fait par Pivot justement sur Guillou, parce que vous avez cette petite étincelle dans son regard, et moi je me souviens de cette étincelle, de cette vivacité chez cet homme qui paraissait plutôt austère, qui était avec son par-dessus, ses cheveux mal peignés, un peu à la Houellebecq, vous voyez, un peu pas tout à fait les mêmes opinions, on va pas, dire. Hein. Je ne sais pas, mais a priori non. Mais il était quand même, c'était quand même un franc-tireur. C'était quand même quelqu'un qui était un peu iconoclaste et qui adorait la Bretagne. Il adorait la Bretagne. Et en même temps, il aimait aller à Paris pour s'encanailler, mais s'encanailler intellectuellement, c'est-à-dire pour être avec toute cette faune parisienne qui n'était finalement que des provinciaux qui montaient à Paris, qui n'avaient pas un centime, qui vivaient dans les chambres de bonne et qui se retrouvaient, alors lui il appelait ça sa chambre de bon. C'est pas une chambre de bonne, c'était une chambre de bon, et qui se retrouvaient dans les cafés parisiens. Et qui s'entraidaient. C'est ça qui m'a fascinée, en fait. C'est cette entraide qu'il y avait entre ces jeunes auteurs. Dès qu'un était publié, il voulait absolument que ses copains soient publiés. Il n'y avait pas cette compétition, il y avait cette envie de faire du bien. Et ce que disait Guillou, toujours, il faut faire du bien à sa porte. C'est pas la peine de faire des grands discours, c'est déjà s'occuper des personnes qui sont autour de nous, voilà. Et c'est en ça, c'est pour ça qu'il a aidé les chômeurs, qu'il a aidé les réfugiés espagnols, qu'il a aidé, vous voyez, toutes les personnes qui étaient démunies. C'est quelqu'un qui s'est battu contre l'injustice toute sa vie, et c'est ça qui a fait que Camus et lui, quand ils se sont rencontrés, ils se sont pas connus, ils se sont reconnus, voilà. Il y avait vraiment une résonance entre leurs deux histoires. Alors, Camus, la rencontre avec Camus, c'est à la fin de la guerre, c'est 1945. Oui. Auparavant, votre livre a vraiment déployé l'histoire, la vie de Louis Guillou, qui est donc né à la toute fin du 19e siècle. Oui. Enfance dans un milieu populaire qu'il n'oubliera jamais. Alors, la question des origines, et d'ailleurs, je l'ai dit, c'est un roman, vous allez créer un personnage d'une jeune femme pour qui la question des origines se jouera aussi et établira un lien inattendu pour elle avec Louis Guillou. Mais cette question des origines, ne jamais oublier d'où l'on vient, c'est quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie. Oui. Pour autant, donc vous avez évoqué ces cercles et ces amitiés littéraires. Est-ce qu'on peut revenir sur ces années 30 extrêmement stimulantes? Et oui, il y a cette question des origines qui le lie à Albert Camus, mais aussi foncièrement une pratique de l'amitié. Oui. On le voit à travers, vous citez notamment, et je pense qu'il y a une certaine gourmandise, je vais le dire, de votre part, à recréer ces milieux avant-gardistes peut-être, exigeants, ces fous de littérature en fait, parmi lesquels on va croiser Jean Grenier, dont on a un peu oublié le nom, mais qui est fondamental puisque c'était l'ancien professeur de philosophie d'Albert Camus et qui les a mis en rapport tous les deux. On va croiser aussi un certain André, alias André Malraux. On va croiser Sartre, alors d'un peu plus loin, et puis ces groupes, les vorticistes et le Congrès des écrivains. Antifascistes. Il y a vraiment cette volonté de faire corps ensemble, à la fois pour affronter le monde qui était celui de l'entre-deux-guerres et dont on pressent assez rapidement qu'il va mener à un deuxième désastre, mais également, ce sont des fous de littérature et d'amitié. Alors il faut savoir quand même que le livre va commencer à peu près dans les années 20, puisque c'est à ce moment-là que Guillou va être publié pour la Maison du Pulpe en 27. Il faut savoir que on a toute une génération d'écrivains qui ont été traumatisés par la Première Guerre mondiale, soit parce qu'ils ont participé à la Première Guerre mondiale, soit parce qu'ils ont vu revenir, et on le voit d'ailleurs dans Le Sang Noir, quand Guillou va décrire cette ville de l'arrière, où vous avez tous les soldats qui reviennent blessés, donc les poilus, les gueules cassées. Et il se trouve que le lycée de Guillou devient un hôpital. Donc, en effet, il est en première ligne pour voir tout ça. Donc, ils sont
sont traumatisés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu. Même Drieux-La Rochelle, qui pour autant va être du mauvais côté ensuite, tout le monde se dit c'est pas possible, on ne peut pas avoir une deuxième boucherie qui arrive. Et donc il y a ces congrès antifascistes, ces congrès des écrivains antifascistes dans lesquels il y a Boris Pasternak qui va venir, c'est-à-dire que c'est international. Vous avez Bertolt Albrecht qui va être là, qui va malheureusement, on le sait plus tard, connaître un drame, va avoir un destin terrible. Donc vous avez cette volonté de dire non, en fait, à tout ce qui arrivait. Et à l'époque, il est vrai que les écrivains, la parole d'un écrivain c'était respecté. Elle portait. Oui, elle portait vraiment. Quand un écrivain faisait écrivait un article, on va dire le J'accuse de Zola, par exemple, mais c'était, c'est plutôt, mais c'est vrai que ça avait son importance, et je pense qu'il y avait un engagement. Et on va le voir d'ailleurs par la suite, qui est à la vie, à la mort. Quand on voit qu'un Max Jacob va être arrêté, quand on voit que même l'engagement de Drieux-La Rochelle va être du mauvais côté, mais c'est un engagement à la vie, à la mort à chaque fois. On va voir l'abbé Vallée. Alors lui n'est pas un écrivain, mais c'est un homme d'église qui est un très bon ami de Guillou. Vous avez et j'avais envie de parler de tout ça, mais j'avais pas envie de faire la maline. J'avais pas envie d'arriver en vous disant, attendez, Malraux, machin, truc bidon. Non, je voulais prendre qu'Élisabeth, donc ce personnage qui est fictif, qu'Élisabeth, que Guillou la prenne par la main et lui dise, voilà, je vais t'expliquer. Je vais te montrer, parce que moi je l'ai appris en faisant des recherches. J'ai pas, même si j'adore la littérature. Lien au départ, oui, il vous a fallu enquêter, rechercher. Oui, et rencontrer ces personnages. Et j'avais envie de rentrer dans le quotidien de ces personnages. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression, et c'est ce que me disent beaucoup de lectrices et de lecteurs, on a l'impression d'être une petite souris à Saint-Germain-des-Prés et de les suivre. Et ce que je voulais décrire, c'était cette passion pour la littérature que j'ai aussi, puisque j'ai écrit sur Federico Garcia Lorca, que j'ai écrit sur Curzio Malaparte. Je voulais donc, Louis Guillou fait partie vraiment de mon panthéon d'auteurs, et ce que je voulais, c'était décrire cette farandole très très joyeuse, parce qu'ils étaient très joyeux, dans ce siècle de barbarie, parce que le XXe siècle est quand même un siècle de barbarie. Et pour ça, il m'a fallu faire beaucoup de recherches, énormément de recherches. Et le plus beau compliment, je crois, que j'ai eu sur ce livre, c'est celui du directeur de la Bibliothèque nationale de Saint-Brieuc, Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, qui m'a dit moi, l'archiviste, à aucun moment je n'ai senti l'archive. Et ça, pour moi, c'est très beau, parce que c'est vraiment, j'ai réussi je crois, à rendre déjà Guillou étonnamment joyeux, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était assez austère, et que Camus était quelqu'un de très joyeux. Or, Camus était assez sombre. Et Guillou, pour le coup, était plutôt à faire des coups de pied en aile de pigeon, à balancer des mie de pain, des boules de mie de pain. Donc voilà. Donc j'avais envie et puis Malraux. Vous apprenez que Malraux, enfin vous apprenez ou pas, mais Malraux avait le syndrome de la Tourette. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la Tourette, c'est d'un seul coup, vous mettez à insulter la personne qui est en face de vous. Et donc, voilà. Donc, c'est plein de petites anecdotes comme ça que j'ai mises bout à bout pour rendre vivant et pour peut-être un peu démythifier Camus, Malraux et tous ces gens-là. Ce qui n'est pas démythifié, c'est cette amitié indéfectible. Vous l'avez dit, ils se sont reconnus instantanément, même si Camus est son cadet de quoi, 12-14 ans. Oui. Voilà, il est plus jeune que lui, mais pour autant, en plus, le terrain a bien été préparé. Par Jean Grenier qui vraiment se désespérait de ne pas pouvoir les rencontrer. Jean Grenier excusez-moi, juste une petite aparté, Jean Grenier étant un ami de Guillou, et ils se sont rencontrés donc à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, et à lire le même livre. Voilà, et il est parti donc après pour être professeur de philosophie à Alger, et c'est là qu'il a rencontré Camus et qui lui a fait lire La Maison du Peuple. Et c'est comme ça que Camus, qui lui il n'était pas, on va pas dire qu'il avait honte de ses origines, mais il était dans une sorte de carcan déjà physique, puisqu'il avait quand même la tuberculose, donc déjà il avait ça, donc il était empêché. Puisqu'il aurait aimé faire du sport et ça, il n'a pas pu. Et puis on lui amène
donc ce professeur de philosophie vient le voir chez lui alors qu'il est malade. Il a honte parce que c'est quand même la connaissance qui vient dans son sorte de gourbi, et il lui donne La Maison du Peuple à lire. Et là, Camus se rend compte qu'on peut écrire, être fier de ses origines modestes, de ses origines miséreuses. Mais Guillou et Camus ont eu des enfances pauvres, mais aimés. Ils ont été aimés, ils ont été respectés. Et là, il va se rendre compte de ça, il va avoir une admiration pour Guillou tout de suite, pour l'écriture de Guillou, et pour cette révélation que oui, on peut être fier de ses origines. Voilà. Il y a cette dimension très touchante où vous expliquez que Guillou naît dans une famille, le père est cordonnier, oui. Mais lorsqu'il commence à écrire, on l'a peut-être pas dit, mais pour lui l'écriture passe d'abord par le journalisme, oui. Dans 2 journaux successifs, notamment l'Intransigeant, et puis ensuite il se dirige vers le roman, mais sa famille le lit. Oui. D'emblée, oui. Il y a cette attention oui. Portée à l'écriture, oui. Ce respect oui. Partagé. Il y a vraiment un soutien de cette famille qui va aussi toucher effectivement Camus, mais qui est très touchante effectivement dans le livre. Très touchante parce que en fait son papa, donc dans La Maison du Peuple, il rend hommage à son père qui était responsable de la section SFIO à l'ancien PS. De Saint-Brieuc, et puis lui à un moment il va être à l'école, et Guillou il n'aura jamais son bac parce qu'en fait il est à l'école, et puis il se rend compte que ses 2 sœurs vont travailler comme couturières, voilà. Et il se dit mais moi j'ai pas envie d'être le bourgeois de la famille, et c'est ça que j'adore chez Guillou, c'est qu'en fait de tout petit, au moment où il allait avec ses sabots donner les tracts à droite et à gauche, jusqu'à sa mort, il a toujours suivi la même direction. Il n'a jamais eu, même quand il a eu le Renaudot, il n'a jamais eu, ou le Grand Prix de l'Académie française, il n'a jamais eu la grosse tête. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Et c'est ça que moi, je suis admirative. Et donc, en fait, il a décidé, je ne vais pas être le bourgeois de la famille, donc je ne vais pas continuer à faire des études, il faut que je gagne de l'argent. Et il est devenu pion. Il est devenu pion dans son propre lycée. Et ensuite, il a essayé de passer son bac candidat libre, mais il l'a pas, mais il l'a pas eu. Mais et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'il a été aimé. Son père lui prenait des articles de journaux en lui disant tiens, ça c'est pour ton métier. Il lui envoyait des articles de journaux. Sa mère lui racontait des histoires qui se passaient à Saint-Brieuc. Mais c'est ça qui est formidable. Ils l'ont nourri. Ils ont continué à le nourrir alors qu'il était à Paris. Et c'est très joli. Et d'ailleurs, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est dans tous les auteurs dont j'ai parlé dans mes livres, que ce soit Federico Garcia Lorca, Curzio Malaparte, Camus, Guillou, ce sont des personnes qui ont été des petits garçons qui ont été aimés. Et on le sent. On sent parce qu'ils sont restés dans leurs écrits des petits garçons aimés. Alors, ces 2 petits garçons aimés vont se rencontrer en 1945 quand même. On l'a dit, donc la question des origines les rassemble. Et puis, bien sûr, quand même, il faut le dire, une véritable amitié, une véritable admiration littéraire, l'un pour l'autre. Oui. Camus a déjà publié, ils se lisent mutuellement, et c'est là-dessus aussi qu'ils vont se rejoindre. Oui. Une admiration qui les porte à se lire. On voit Camus qui dit que La Peste doit beaucoup à Louis Guillou. Énormément, parce que c'est Guillou qui a quand même corrigé le manuscrit. Qui a fait des remarques, il a incité. Et lorsque Camus va mourir dans cet accident du début de 1960, il a dans sa sacoche le premier homme. Le premier homme. Et il a aussi des réflexions sur le prochain livre de Louis Guillou. Oui. Oui, donc tout à fait. On voit que c'est une amitié littéraire qui va se poursuivre, alors qui ne va être effective que 15 ans. Oui. C'est très énorme. Bref. C'est parce que c'est vrai que c'était tellement profond, c'était tellement incroyable. Moi, je vous incite vraiment à lire leur correspondance. On connaît beaucoup la correspondance entre Char et Guillou.
On a beaucoup. Char était un homme immense, non seulement par la taille, mais par ses engagements aussi, par son et par sa fidélité en amitié. C'est d'ailleurs Elisabeth. Donc au début, elle travaille pour le Booker Prize, donc qui est l'équivalent du Goncourt, qui va rencontrer donc Bernard Pivot. Moi, j'ai voulu rendre hommage à Bernard Pivot parce que Bernard Pivot, c'était, pour moi, enfin pour nous tous à peu près, on a à peu près le même âge. C'était la messe du vendredi soir et on avait beau ne pas comprendre parfois grand chose, on était exposé à la qualité. Et même s'il nous reste 5% de ce qu'on a vu, c'est 5% de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Enfin, la Grande Librairie, c'est très bien. Mais je veux dire, voilà, j'ai voulu rendre hommage à Bernard Pivot, et j'ai voulu montrer aussi les coulisses d'Apostrophe, parce qu'on a quand même des émissions dont tout le monde se souvient, avec Bukowski, par exemple, donc ça... Évidemment, j'avais envie qu'elle travaille sur elle qui essaye de le faire venir. L'émission de Bukowski. Et donc, elle va rencontrer Pivot, et puis elle va rencontrer Char, surtout, la descendre à Lourmarin. Alors, elle a ses petits problèmes aussi. Sa famille vient de Saint-Brieuc, justement. Enfin, sa maman vient de Saint-Brieuc. Et puis, elle va aller à Lourmarin, et en ça, Char a été formidable. Lui aussi, a toujours été comme ça. Il n'a jamais voulu parler de son amitié avec Camus. Il a été traumatisé. C'est lui qui lui avait trouvé la maison à Lourmarin. Donc, quelque part, il se sent responsable. Lui, il habitait l'île-sur-Sorgue. Il se sentait un peu responsable que, finalement, c'est au retour de Lourmarin qu'il est mort. Et donc, il n'a jamais voulu parler de... Mais par contre, il savait que Guillou... il pouvait en parler, il pouvait bien en parler. Ils ont été très peu, en fait, à veiller le corps de Camus. Francine Camus a appelé Guillou, elle a appelé Char, et puis peut-être 2 ou 3 autres, mais ils n'étaient pas beaucoup. Les vrais amis il y en avait peu. Voilà. Et d'ailleurs, Char a fait un truc formidable, si je peux me permettre. Au moment où Camus est mort, Char ils étaient voisins de palier, enfin voisins. Il y en avait un qui habitait au-dessus de l'autre à Paris. Et ce qu'a fait Char, Francine Camus était au courant qu'il y avait une histoire entre Maria Cazares et Albert Camus, mais il y avait les lettres. Et donc Char est parti en urgence dans l'appartement de Camus. Il a rassemblé toutes les lettres avant de descendre pour veiller le corps d'Albert, et il les a données à Maria Cazares. Enfin, il les a gardés pour les donner à Maria Cazares parce qu'il s'est dit, il y a une différence entre savoir qu'on est trompé, qu'il y a une histoire d'amour qui se passe avec quelqu'un, et lire les mots. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle preuve d'amitié. C'était une grande délicatesse. Ouais, une grande délicatesse, ouais. Effectivement. Alors justement, la question des femmes, quand même, il y a 2 questions qui auraient pu séparer ces 2 amis. Je vais revenir à la question des femmes, mais il y a aussi la question il y a un voyage en particulier, puisque Camus est venu à Saint-Brieuc, oui. Mais Louis Guillou est allé à Alger. Alger, oui. Et on sent que là, alors je ne sais pas si ça aurait pu vaciller, mais Louis Guillou se rend compte qu'en allant à Alger, en tant que Français, en tant qu'occupant, il est dans une position qui n'est pas celle de Camus. Et voilà, j'aimerais que vous reveniez sur ce moment qui, on sent ce que ça aurait pu produire. Guillou, très engagé du côté des réfugiés, des déplacés, et puis vraiment vous utilisez, je ne sais plus à quel moment, ce terme d'occupant, et il a ce sentiment-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Est-ce que ça aurait pu briser entre deux? Alors, quand on sait ce que Camus a dit au moment de la réception du prix Nobel, où il a dit, moi, entre l'Algérie et la France, entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Oui, ça aurait pu dégénérer. Ce que Guillou a ressenti, il le dit très bien dans ses carnets, c'est que en fait, il voyait donc les gens de la gendarmerie française et il a l'impression de voir les occupants nazis. Il a été choqué par la pauvreté. Il a été choqué par la façon dont la population. Alors là, on était en 1954, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 52. Donc 10 ans avant, 8 ou 10 ans avant la fin de la guerre. Donc il y avait quand même une certaine violence, une certaine tension dans les rapports, et il a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'il a toujours dit ce qu'il ressentait. Il en a parlé à Camus. Camus a un peu éludé, mais Camus était né là-bas, et en fait Camus se sentait, comment dire, il ne se sentait pas, il le dira, il ne se sentait pas français, il ne se sentait pas pied noir, il se sentait du cru.
Moi, il se trouve que je suis issue, je suis un peu la fille de Camus et de Guillou, s'ils avaient pu se reproduire, dans la mesure où Guillou, Saint-Brieuc, mon père, et Camus, l'Algérie, ma mère, Tlemcen. Mon père a rencontré ma mère en Algérie parce qu'il ne voulait pas se battre. Donc en fait, il n'était pas objecteur de conscience, mais il était un peu âgé, il était réserviste. On lui a dit, voilà, guerre d'Algérie, vous y allez. Il a dit, moi, je me battrai pas parce que je suis pas d'accord avec, voilà, comme ça. Encore un breton un peu, voilà. Et il a été professeur comme il était professeur d'allemand, il a rencontré ma maman là-bas. Donc en fait, et la famille de ma mère était pareil, c'est-à-dire qu'ils se sentaient ni français ni rien, ils se sentaient du cru, quoi. Ils étaient là-bas, ils étaient au milieu ils étaient pauvres, ils étaient pas, voilà. Et donc, je pense pas ils auraient pu en discuter, mais je pense pas qu'ils auraient pu se disputer. Ce qui est très drôle, c'est que quand Camus arrive en Bretagne et qu'il y a marée basse, il me dit, mais vous êtes fous. Vous êtes malade, elle est où la mer? Enfin, il se dit, mais vous faites des kilomètres pour aller vous baigner, mais on va attendre qu'elle revienne. Enfin bon, et c'est très drôle parce que il y a beaucoup ils sont allés voir la tombe d'Ernest Renan. Il y a eu énormément Ils sont allés voir la tombe du père d'Albert Camus. Alors en fait oui, parce qu'en fait Camus, Albert ne savait pas où était enterré son père. Et incroyable, moi quand je suis allée voir donc le bureau de Guillou, dans le même cimetière, bon, il y a mes grands-parents, mais il y a aussi la tombe de Lucien Camus. Donc en fait, il a écrit tous ses livres devant la tombe de Lucien Camus et il a fait découvrir à Albert avec Jean Grenier. Je me demande même si c'est pas Jean Grenier qui a découvert la tombe, enfin qui a découvert que c'était là, et il l'a fait découvrir. Et donc dans le premier homme de Camus, les premières pages du premier homme de Camus, c'est la découverte du fait que il est plus âgé que son père. Il regarde, en fait, c'est l'enfant qui regarde son père alors qu'il est plus âgé que son père. C'est très touchant. Il le sera davantage, toujours plus après, par la suite. Alors, nous aurons le temps de prendre une ou deux interventions. Juste un mot pour terminer quand même. Vous avez évoqué la question des femmes. Et votre personnage va aussi se questionner à un moment. Mais bon, voilà, on parle beaucoup d'hommes de cette époque. Et c'est aussi une réflexion intéressante sur la place des femmes dans ces cercles littéraires. Alors, il y a Suzanne. Voilà, Suzanne, qui est l'ancienne secrétaire d'Albert Camus, va venir en parler avec votre héroïne, Elisabeth. C'est aussi questionner la place des femmes. La place qui leur était assignée, la place qu'on voulait bien leur donner, c'est aussi une réflexion sur justement la dimension, le combat que ces femmes ont dû mener pour être publiées. Alors c'est Simone de Beauvoir, c'est Nathalie Sarraute, Elsa Triolet. C'est aussi un éclairage intéressant sur cette période. Oui, mais on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes pendant l'occupation? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont remplacé les hommes dans beaucoup de métiers. Et elles ont résisté. Et c'est vrai que d'un seul coup, on leur dit écoutez, merci beaucoup, c'était très gentil. Puis maintenant, on va retourner, voilà. Et alors, il y a le droit de vote quand même. Bon, mais c'est vrai que pour se faire publier à l'époque, il fallait avoir l'autorisation de son mari. Alors, quand je dis ça, oui, mais il fallait aussi avoir l'autorisation de son mari pour avoir un carnet de chèques, il fallait pour travailler, donc ça paraît complètement. Moi, je vois les jeunes me disent, oh là là, il fallait avoir oui, mais pour beaucoup de choses à l'époque, et la vie a changé en si peu de temps. La vie des femmes, d'ailleurs, a changé en si peu de temps. Donc, je voulais quand même en parler de ça, et puis je voulais parler aussi de la seule femme qui faisait partie du comité de lecture de Gallimard, qui était connue non pas pour ses goûts littéraires, mais plutôt pour ses petits gâteaux qu'elle apportait. Vous voyez, c'est que des choses comme ça. Donc en fait, ce livre, il a eu le prix du roman qui fait du bien. Moi, il était demi-finaliste du Renaudot, il était sur la liste de l'Interallié, il a été sur plusieurs listes, mais il a eu le prix du roman qui fait du bien. Et ça, pour moi, alors, ils sont marrants parce que ceux qui avaient organisé ce prix, ils disent, mais maintenant, tout le monde connaît ce prix alors qu'on n'était pas du tout. Parce que j'arrête pas d'en parler. Parce que je me dis, alors, il est décerné par qui et où? Il est décerné par un groupe c'est génial parce que c'est Olivia de Lamberterie, pas mal de journalistes quand même connus, mais qui ont une baraque dans le Sud.
et qui se disent bon bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retourner dans le sud en septembre? Bah tiens, on va faire un prix, voilà. Et donc voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que l'autre partie des membres du jury sont des gens qui font du bien au village dans lequel est décerné ce prix. Donc il y a la boulangère, il y a la masseuse, il y a l'agriculteur, l'apiculteur, et il a été élu à l'unanimité. Donc ça, j'étais très heureuse. Mais surtout parce que moi, il m'a fait du bien d'écrire ça, de convoquer tous ces gens. Moi, je suis quelqu'un de profondément engagé. Je suis contre toutes les injustices, les violences faites, pas seulement aux femmes, mais aux enfants, aux hommes. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a un moment, et de convoquer ces gens, de les ramener, de redresser un peu les morts, mais les justes, les justes, les bons. Et ben, vous voyez, j'en parle, j'ai la chair de poule parce que ça m'a fait du bien. Et quand j'ai des retours de lecture où on me dit, bah, moi j'ai une presse incroyable. Et alors la presse, ce qui m'a plu, c'est que la presse, elle est partie de journaux d'extrême droite jusqu'à l'Humanité. Et je me dis, donc ça veut dire que les valeurs qui sont là, pourquoi on s'emmerde enfin, il y a un moment, bah oui, pourquoi on a les mêmes valeurs. On a les valeurs de fraternité, de bienveillance, de solidarité. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, on a envie tous de la paix, quoi. On a envie de s'aimer, non? Ah non, mais ne me déconstruisez pas mon dimanche où je vais aller voter. Alors j'aspire à ça. On va dire que j'aspire à ça. On va dire que j'aspire à ce que les gens se rejoignent dans l'humain, dans l'humanité, dans la fraternité, dans la bienveillance. Si ça peut donner envie de ça, ben voilà. Eh bien, mission accomplie. J'espère. Oui. Cette aspiration, gardons-la. J'espère que vous n'avez pas compris que je disais que les extrêmes avaient les mêmes valeurs. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, l'homme partage intrinsèquement, et je l'espère, ces mêmes valeurs. C'est ce à quoi nous aspirons. Alors, je sais, nous allons grignoter un petit peu, mais est-ce que je voudrais quand même qu'on ait le temps de prendre une ou deux questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait éventuellement prendre la parole? Parce que je sais que Louis Guillou est cher à beaucoup d'entre vous. Et donc, je ne sais pas si certains ou certaines souhaitent intervenir. Alors, si ce n'est pas le cas, une toute dernière question. Une toute dernière question, et puis après je vous encouragerai à aller retrouver Sylvie Le Bihan. Elle est sur la librairie Le Fayère, donc vous pourrez l'y rejoindre. Le Forum du Livre, excusez-moi, bah, si en plus je vous induis en erreur. Oui, justement, ce livre fait du bien, vous l'avez peut-être déjà dit, mais par rapport au fait que vous avez connu Louis Guillou très jeune, jusqu'à 12 ans. Par rapport à ce que... Il y a l'autre partie de la gourmandise quand même, d'évoquer les milieux littéraires des années 70. On pourrait aussi développer ça. Voilà, comment est-ce qu'on ressort de ce livre par rapport à Louis Guillou, vous l'avez approché de plus près. Et, voilà, comment est-ce que vous en êtes ressorti de ce livre? Il vous a, j'entends, fait du bien à vous aussi. Il m'a fait énormément de bien. Je pense moi, ce qui me plaît, c'est que ça a relancé beaucoup la curiosité envers les écrits de Guillou. C'est ça qui est important. C'est que je l'ai pas fait seulement pour moi. J'ai voulu lui rendre hommage. Et lui rendre hommage, c'est le lire. Et ça, je trouve qu'il a été injustement oublié. Il n'est pas... vous voyez, Céline, par exemple, a été étudiée dans les écoles et dans les collèges. Et Guillou devrait... Et le message de la vie de Céline n'est pas le bon. Donc on a là un auteur qui est quand même un mec formidable, qui a un talent fou et qui véhicule un message, le message dont je parlais tout à l'heure, de bienveillance, de fraternité, d'écoute de l'autre et de volonté de faire du bien. Ben c'est celui-là qu'il faudrait étudier en fait. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc moi je suis ressortie avec une envie de continuer à le faire connaître. Et apporter ça. Très bien. Eh bien, mission accomplie. Merci beaucoup, Sylvie Le Bihan. Et donc, comme je le disais, on peut poursuivre l'échange avec vous puisque vous retournez dans la librairie du Forum du Livre. Voilà, c'est mieux de donner la bonne indication. Merci à toutes et à tous. Et dans quelques instants, une nouvelle rencontre avec Emmanuel Flech. Merci.